Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les fidèles musulmans du monde entier prient pour Eid al-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan. Des millions de fidèles musulmans ont célébré la fête de Eid al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Du lever du jour à la Mecque jusqu'aux premières lueurs à Jakarta, les mosquées et les places publiques ont été investies par des fidèles, vêtus de leurs plus beaux habits, pour accomplir leurs prières, symboles de piété, de gratitude et de solidarité. À la Mecque, des centaines de milliers de pèlerins se sont rassemblés autour de la grande mosquée, tandis qu'à Jérusalem, les fidèles se sont massés sur l'esplanade des mosquées sous haute surveillance. À Istanbul, les mosquées ottomanes ont vibré d'une ferveur particulière, alors que les rues de Dakar, Le Caire, Kaboul, Beyrouth, Paris ou Londres ont vu se multiplier les ambassades et les vœux de paix. Dans un contexte mondial parfois tendu, les imams ont rappelé dans leurs prêches l'importance de la paix, de la réconciliation et du soutien aux plus démunis, notamment dans les zones de guerre ou de crise humanitaire. Eid al-Fitr est également un moment de partage, dont aux pauvres, Zakat al-Fitr, repas en famille, visite aux proches et instant de joie pour les enfants, rythme cette journée de fête qui réunit au-delà des différences culturelles l'ensemble de la Oumma, la communauté musulmane mondiale. Au Liban, 3 suspects, 2 Libanais et un Syrien, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les tirs de roquettes vers Israël les 22 et 28 mars dernier. Les autorités poursuivent leurs investigations, notamment à travers des analyses scientifiques pour confirmer leur implication. Aucune accusation ne sera prononcée avant la fin des analyses ADN et empreintes digitales, précisent les autorités. Le Bureau des relations publiques de la Sûreté générale affirme avoir intensifié ses opérations de renseignement pour identifier les auteurs de ces tirs qui menacent la stabilité du pays, en particulier dans le Liban Sud. L'armée libanaise réaffirme son engagement à faire respecter le cessez-le-feu et à appliquer la résolution 1701, tout en poursuivant patrouilles et surveillance pour préserver la paix sur la frontière sud. Nouvelle crise institutionnelle en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé la nomination de l'ex-commandant de la marine Eli Sharvit à la tête du Shin Bet, le service de sécurité intérieure du pays. Sharvit a notamment dirigé la marine israélienne durant 5 ans, supervisant des opérations contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Mais cette nomination a été suspendue par une décision de la Cour suprême. Elle est perçue par une partie de la population comme une nouvelle dérive autoritaire du gouvernement. Selon des médias israéliens, Netanyahou aurait nommé Eli Sharvit à la tête du Shin Bet comme manœuvre politique visant à provoquer toute opposition, suite à laquelle il retire Sharvit pour pouvoir nommer qui il veut. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la Syrie. Le président par intérim Ahmed Shara s'est exprimé depuis le palais présidentiel à Damas, appelant à un consensus national pour reconstruire le pays après la chute de Bachar el-Assad. Le gouvernement formé samedi par Al-Shara est composé de 23 ministres sans Premier ministre, dominés par ses proches alliés. Des représentants des minorités chrétiennes, druzes, kurdes et alaouites y figure, mais sans portefeuille stratégique. La déclaration constitutionnelle en cours de signature lui accorde des pouvoirs étendus législatifs, exécutifs et judiciaires pour une période de transition de 5 ans. Une concentration de pouvoir qui inquiète ONG et experts. L'administration kurde, qui contrôle une large partie du nord du pays, conteste la légitimité de ce nouveau gouvernement. La nomination du gouvernement intervient dans un contexte encore très tendu. Début mars, des massacres ciblant la communauté alaouite ont ravivé les craintes d'un cycle de violence confessionnelle. Pour Al-Shara, une nouvelle page de l'histoire syrienne s'écrit, mais entre espoir de réconciliation, fracture communautaire et crainte d'autoritarisme, la transition reste semée d'incertitudes. Nouvelle escalade verbale entre Washington et Téhéran. L'ayatollah Ali Khamenei a mis en garde contre une riposte ferme de l'Iran
en cas d'attaque militaire après des menaces répétées de Donald Trump sur le dossier nucléaire. S'il menace de faire des dégâts, il y aura assurément une riposte ferme. Le guide suprême iranien a tenu ses propos lors d'un discours à la fin du Ramadan, sans nommer directement Donald Trump. Mais ces mots font clairement écho aux déclarations explosives du président américain. Donald Trump avait affirmé « S'il ne signe pas d'accord, il y aura des bombardements ». En parallèle, il aurait envoyé une lettre à Téhéran par l'intermédiaire d'Oman, dans une tentative indirecte de reprise du dialogue. Mais le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté toute négociation directe sous pression. Téhéran reste toutefois ouverte à un dialogue indirect, notamment via la médiation d'Oman ou des Émirats arabes unis. En France, la chef de file de l'extrême droite, Marine Le Pen, a été déclarée inéligible avec effet immédiat dans une affaire de détournement de fonds publics. En la condamnant à 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, le tribunal correctionnel de Paris a mis à exécution la mort politique de Marine Le Pen, qui ne pourrait pas se présenter une 4e fois à la course à l'Élysée dans 2 ans. Marine Le Pen va faire appel, a indiqué son avocat. Nouvelle sortie musclée de Donald Trump. Le président américain s'est dit très énervé et furieux contre Vladimir Poutine, accusant le chef du Kremlin de bloquer tout accord de cessez-le-feu en Ukraine. Dans une interview accordée à NBC, Trump a menacé de taxer le pétrole russe. Mais quelques heures plus tard, changement de ton. À bord de l'Air Force One, c'est au président ukrainien Volodymyr Zelensky que Trump s'en prend, l'accusant de vouloir renégocier un accord sur les terres rares avec les États-Unis. S'il se retire de l'accord, il aura de gros problèmes. Il ne rejoindra jamais l'OTAN, déclare Trump. En toile de fond, la guerre en Ukraine se poursuit. Kiev accuse Moscou de crimes de guerre après des frappes meurtrières à Kharkiv. Et si un accord de trêve en mer Noire a été évoqué, les conditions posées par la Russie, notamment la levée des sanctions, freinent tout progrès. Pendant ce temps, Moscou annonce avoir conquis un village stratégique dans le centre du pays, franchissant une nouvelle limite territoriale. 3 ans après le début de la guerre, les espoirs d'un cessez-le-feu restent suspendus. Fantasia Al-Andalus, un concert magique dirigé par Bassam Charlita, qui a été élu musicien exceptionnel de l'année au Murex d'Or 2024. Une fusion envoûtante entre l'Orient et l'Andalousie pour une expérience musicale inoubliable. Fantasia Al-Andalus est le titre d'une œuvre musicale de Bassam Charlita qui évoque l'époque andalouse et la fusion culturelle entre l'Occident et l'Orient à travers les mélodies et la danse. L'événement a été suivi par une foule de l'élite libanaise ainsi qu'un grand nombre de personnalités médiatiques, artistiques et culturelles. La culture est par définition interculturelle. Et pour cette raison que l'excellence de la musique moderne, la musique écoutée par tout le monde, est une musique forcément interculturelle et donc qui va promouvoir le dialogue. Mais c'est une musique qui est transversale, qui va toucher tous les êtres humains pour amener finalement au fond qui va unir tout le monde. Ce fond-là et les valeurs partagées. De son côté, le député Pierre Aboissé a déclaré que la culture est en elle-même une interaction avec l'autre. Je dois préciser qu'il n'y a pas de culture sans l'autre. La culture, c'est l'interaction d'une personne avec une personne ou avec une société autour d'un thème qui est un thème créatif. Le Liban, c'est la créativité et nous sommes tous unis autour du Liban, des valeurs libanaises et de la créativité libanaise. Le membre du bureau politique Kataeb Joël Abouaboud a évoqué que la musique est un langage universel. C'est une célébration de la diversité, un pont entre les peuples et une invitation au dialogue. À travers la fusion des sonorités et des traditions andalousiennes et orientales, nous découvrons la richesse de nos différences et la beauté de notre humanité partagée.
Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.